Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Au table ronde, tcha-tcha, baganyeo. Bonjour, bonsoir bien-aimés, partout où vous vous retrouvez, c'est votre ami Patient Katabana Baraka qui vient vous rejoindre encore ce soir à partir des États-Unis pour parler d'un sujet très important. J'ai reçu des coups de téléphone, quelques messages. Les amis me disent, Patient, est-ce que tu peux nous parler sur les stratégies qui sont utilisées pour s'infiltrer, pour infiltrer notre pays, la RD Congo. Et j'ai dit, bon, je vais en parler, mais bon, pas de manière systématique, mais je vais apporter quelques lumières d'informations sur ce sujet, sur la stratégie d'infiltration au Congo. Pourquoi il faut en parler? Parce que la RD Congo, c'est le pays qui attire beaucoup des étrangers, non seulement des étrangers qui veulent évoluer chez nous, mais qui veulent également nous arracher notre pays. Et c'est pourquoi nous devons parler de leur stratégie d'infiltration. Pourquoi nous devons encore en parler? Nous devons en parler parce que la RD Congo, comme vous le savez, aura organisé les élections très bientôt, au mois de décembre 2023. Et donc, dans 8 mois, si Dieu le veut, on aura un nouveau chef d'État en RD Congo. Et c'est pourquoi nous devons en parler. Et donc, il faut dire que l'histoire du Congo depuis 1960 n'a jamais été aussi été comme celle d'aujourd'hui, où nous nous retrouvons avec plusieurs armées dans notre pays. Nous nous retrouvons avec plusieurs milices armées étrangères dans notre pays. Nous nous retrouvons avec un pays à moitié coupé. C'est pourquoi nous devons parler des stratégies d'infiltration. Je ne vais pas entrer dans l'historique pour dire depuis quand Mobutu était là, avec les Bisengimana que vous avez entendu parler, qui était son directeur de cabinet et qui avait initié d'autres lois afin de permettre aux étrangers qui venaient du Rwanda d'obtenir la nationalité congolaise. Mais je vais m'inscrire dans la réalité actuelle des guerres de l'Est. Vous savez bien aimé, rien ne se fait au hasard en politique. Rien ne se fait au hasard. Tout se fait par calcul. Non seulement ce sont des calculs, mais il y a des officines, il y a des bureaux, il y a des brain trusts, là où les gens vont et réfléchissent comment est-ce qu'ils peuvent prendre le Congo. Pendant que les Congolais sont distraits dans la musique, ils sont distraits avec les femmes, ils sont distraits avec le football, parce que c'est ce qui se passe à Kinshasa. On connaît tous les joueurs de Manchester United, on connaît tous les joueurs de Madrid, mais on ne connaît pas ce qui se passe à l'Est. On ne connaît pas les territoires de l'Est du pays. On ne connaît pas la souffrance de nos peuples, de nos populations qui sont à l'Est du pays. Et donc, avec cette distraction, les autres sont en train d'étudier des mécanismes, comment nous arracher notre pays. Les autres sont en train de développer des stratégies, comment nous arracher notre pays. Et la première stratégie qu'ils ont utilisée, c'est la création des mouvements rebelles, soit ce qu'on appelle les rébellions. Ces rébellions sont d'abord des rébellions étrangères. Des rébellions étrangères, c'est-à-dire ce sont des rébellions étrangères. On peut prendre un Congolais, on ramasse un Congolais par-ci à l'extérieur, on dit comme toi tu as le nom congolais, ou bien comme toi tu as le profil d'une personnalité congolaise, on te met là-bas, on dit que c'est toi qui diriges. Mais en fait, ces Congolais-là ne dirigent rien. Vous l'aviez connu depuis l'AFDL, les RDC, Goma, vous l'avez connu avec les CNDP et vous l'avez connu avec les M23 et toutes ces rébellions qui se mouvent vers l'Est du Congo. Pourquoi nous sommes en train de parler de ce sujet? Parce qu'il faut dénicher leur stratégie. La première stratégie, ce sont les rébellions. Lorsqu'ils engagent ces pays de l'Est, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, construisent ces rébellions-là, ils disent allez au Congo. Lorsque vous arrivez au Congo, commencez la guerre et nous allons vous soutenir. La première stratégie, c'est là. Lorsqu'ils arrivent au Congo, ils commencent la guerre et ils ont leur soutien politique, militaire de ces pays extérieurs comme le Rwanda, comme l'Ouganda, comme le Burundi. Qu'est-ce qui s'est fait?
Premièrement, ils veulent que ces rébellions-là soient reconnues comme si ce sont des Congolais. Donc, le premier piège, on nous piège pour que nous puissions accepter ces rebelles-là, ces gens qui sont en train de violer, d'éventrer nos femmes, nos mamans, nos grand-mères, ces gens qui sont en train de tuer les enfants, ces gens qui sont en train de piller les écoles, d'enrôler des enfants dans les milices, comme s'ils sont des Congolais. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie, la stratégie de la légitimité. C'est-à-dire qu'il faut leur donner la légitimité comme si ce sont des citoyens congolais qui se rebellent contre leur propre gouvernement. Et vous avez compris comment le M23 fonctionne maintenant. Deuxième chose, après avoir obtenu cette légitimité, on dit il faut accepter de négocier. Dès que les Congolais sont fatigués, ils vont négocier. Deuxième chose. Donc, lorsqu'après avoir obtenu cette légitimité, comme si c'était des rebelles congolais ou une fraction de rébellion congolaise, un peuple congolais qui se rebelle contre son propre gouvernement, maintenant nous arrivons au point où il faut négocier. Lorsque nous négocions, c'est déjà un point de faiblesse, bien aimé. C'est pourquoi ces gens-là, je n'ai jamais vu les Américains négocier avec les islamistes. Je n'ai jamais vu. Comme je disais, parmi leurs stratégies, c'est d'abord la rébellion. Avec cette rébellion-là, ils veulent faire voir au monde, à la communauté internationale, que cette rébellion, c'est une rébellion congolaise. Ce sont les peuples congolais qui se rebellent contre leur propre gouvernement. Et pourtant, il n'en est rien. Ce sont des étrangers, ce sont des milices que l'on crée dans des officines au Rwanda, à Kigali, en Tanzanie ou en Ouganda, et qu'on envoie vers nos frontières. Et donc, avec ça, ils vont obliger le peuple congolais ou le gouvernement congolais à négocier avec ces rébellions. Et lorsque nous acceptons de négocier avec ces rebelles-là, directement ces rebelles-là obtiennent la légitimité comme si c'était une fraction du peuple congolais qui s'était rebellé contre nous. Et donc cette légitimité déjà leur donne la voie ouverte pour entrer dans nos institutions comme des Congolais. Et lorsque nous négocions, vous savez les mécanismes, ce sont les démobilisations, désarmement, brassage, mixage et réintégration. Au travers de ces mécanismes-là, nous nous retrouvons avec des étrangers qui n'ont ni père, ni mère, ni ancêtre, ni chef coutumier sur notre terre, qui entrent dans notre armée et qui n'entrent pas avec des petits grades comme des sergents, capitaines, lieutenants. Non, ils entrent, la plupart de leurs dirigeants, ils entrent comme des hauts gradés de l'armée, des officiers supérieurs, des majors, des colonels, des lieutenants-colonels, des généraux de 5 et 6 étoiles. On en a au Congo par centaines en RD Congo. Et donc vous avez compris, ça c'est la branche militaire qui vient d'entrer dans notre armée dans le processus d'infiltration au travers des négociations. Oh, c'est l'effet infiltration et quotidien. Nous avons maintenant la deuxième volet, les autorités politico-militaires de ces groupes rebelles-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réclamer des postes politiques. Des postes politiques dans les institutions congolaises comme ministre, vice-ministre, directeur général, PDG. Et c'est comme ça que vous avez vu les gens comme le Bizimakara. Vous avez vu les gens comme les Azarias Ruberwa, vous avez les gens comme les Moïse Nyarukabo, vous avez vu les gens comme les Mwanga Chuchu, vous avez vu les gens comme celui qu'on a appelé les générales Jean Bosco Taganda, vous avez appelé les générales, les généraux rwandais, au fait, vous les connaissez, les gens qui sont venus au Congo, mais lorsqu'ils ont eu des problèmes, ils sont rentrés au Rwanda. Et c'est comme ça qu'ils nous ont infiltrés dans les institutions. Et non seulement ça, ils amènent maintenant leur cortège de malheur. Ils amènent maintenant leurs frères qui vont intégrer dans nos institutions. Notamment l'ANER, la DGM, soi-disant des notes d'affectation. Parce que quand vous êtes déjà ministre, quand vous êtes devenu ministre, vous pouvez recommander. Quand vous êtes devenu vice-ministre, vous pouvez nommer. Vous pouvez nommer des gens par-ci par-là dans les institutions. C'est comme ça que nous avons, pendant les 30 ans, on n'a jamais vu autant un nombre
des Rwandais, Burundais, Tanzaniens, Ougandais qui se sont infiltrés dans nos institutions congolaises. Pendant les 30 ans, c'est-à-dire depuis 1994, le processus qui a été entamé de nous infiltrer, et aujourd'hui, Kagame lui-même le dit que même au sommet de la RD, c'est moi qui nomme, c'est moi qui commande. Et tous les ministres, personne ne peut être nommé sans que la liste passe par Kigali. Vous avez compris que Kigali est devenu le grand Washington de l'Afrique centrale, où les nominations se font, où les présidents sont choisis, où les autres sont défaits, parce que c'est ça la loi de la nature. Lorsque vous êtes faible, vous êtes éliminé. Lorsque vous êtes fort, vous allez survivre. Et bien aimé, donc vous avez compris la première stratégie qui consiste à créer des rébellions, au travers des rébellions la légitimité, à travers la légitimité les négociations, à travers les négociations, les processus de démobilisation, désarmement, brassage, mixage et réintégration. Deuxième aspect de l'infiltration, c'est amener les gens au Congo, soi-disant ils viennent investir. Ils viennent du Rwanda, ils viennent de l'Ouganda, ils viennent de Burundi. Et lorsqu'ils arrivent au Congo, ils achètent des terres. Lorsqu'ils achètent des terres, ou bien ils viennent étudier au Congo. Et lorsqu'ils arrivent au Congo, comme nous n'avons pas des institutions très fortes, comme nous n'avons pas de contrôle comme ici aux États-Unis, on connaît qui est qui. Au Canada, on connaît qui est qui. Tu es arrivé ici quand? Où est-ce que tu es passé? Qui est ton père? Qui est ta mère? Non. Au Congo, les gens sont devenus, ils ont acheté des passeports congolais. Ils ont acheté des terres congolaises. Ils ont acheté des documents des documents de nationalité congolaise. Alors que la Constitution prévoit les 3 mécanismes d'obtention de la nationalité congolaise pour les étrangers, notamment l'adoption, l'option, l'adoption et la naturalisation. Non, et il ne passe pas par ces mécanismes. Et donc voici le deuxième aspect par lequel nous avons été infiltrés. Et lorsqu'ils viennent comme ça, comme des commerçants, comme des étudiants, ils ne rentrent pas chez eux. Ceux-là qui les ont précédés leur donnent des caniveaux, des moyens, des stratégies, comment ils vont s'insérer dans la vie sociale. Ils apprennent la langue, ils restent chez nous. Et le troisième aspect que vous connaissez tous, c'est le forcing. On nous impose un certain nombre de populations, on dit ce sont des Congolais. Même s'ils ne sont pas nés au Congo, même s'ils n'ont pas leur chef coutumier au Congo, même si on ne connaît pas leur histoire depuis que le Congo est Congo en 1885, lorsque on s'est distribué l'Afrique, aujourd'hui, en 2021, il y a des peuples qui viennent au Congo quand ils fuient la guerre chez eux, et quand ils arrivent au Congo, ils disent qu'ils sont Congolais par la magie de l'histoire. Mais nous, lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis, nous avons passé par les mécanismes légaux, nous avons passé par les institutions légales pour obtenir les papiers et pour être capable de fonctionner dans ces pays. Chez nous, on nous impose des groupements, des communautés comme État de Congolais. Alors que la nationalité congolaise ne peut pas être acquise sur base de groupements ou bien de communautés. Mais la nationalité congolaise, selon la constitution congolaise, elle est individuelle. Chacun doit appliquer de manière individuelle pour l'obtenir. Même ici aux États-Unis, même au Canada, vous ne pouvez pas être toute une communauté et dites qu'aujourd'hui nous adhérons au Canada et vous devenez des Canadiens. Donc il faut comprendre cette stratégie comme une stratégie de masse, de mouvement de masse qu'on nous impose. Et lorsque vous voulez commencer à tenir un discours pour dire que ces gens doivent avoir des documents légaux, ces gens doivent passer par le canal légal pour obtenir l'adhésion à notre pays, on vous traite de xénophobes, on vous traite de génocidaires, on vous traite d'incitation à la haine, alors que c'est le processus normal. Je n'ai jamais vu là où on dit que les Congolais qui sont arrivés, par exemple, au Texas, on dit le Banya-Congo de Texas. On a le Banya-Congo de Houston, le Banya-Congo de Raleigh, le Banya-Congo de Washington. Il n'y en a pas. C'est seulement au Congo où il y a des communautés, quand ils viennent, ils deviennent des Banya. C'est-à-dire que cette terre-là, ils prennent le nom de cette terre-là, de la colline, de la rivière, des arbres là-bas, et c'est fini. Ils obtiennent la nationalité congolaise. Voici comment nous sommes en train d'être infiltrés.
Et le troisième et le dernier point que je voulais discuter ici, c'est cette infiltration qui consiste à amener les gens par les avions. Et quand ces gens-là arrivent chez nous au Congo, ils viennent visiter, ils ne rentrent plus chez eux. Ils viennent faire le commerce, ils ne rentrent plus chez eux. Bon, vous les connaissez, ce sont des communautés, il y a beaucoup de communautés qui le font. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que nous ne pouvons pas comprendre que ces communautés viennent chez nous, acquérir notre nationalité et vouloir nous diriger, et vouloir nous mater. Et mater les fils du pays, mater les héritiers, les dépositaires de la loi de l'indépendance du Congo. Mater les dépositaires des traditions congolaises. On tue les chefs coutumiers, on tue non seulement les chefs coutumiers, on tue tous les chefs religieux qui représentent une certaine autorité, on ne les remplace pas des étrangers. Et voici comment on a massacré plus de 12 millions à l'est du Congo. Vous savez l'histoire de Beni, on a vidé tous les villages autour de Beni, autour de Rutshuru, autour de Bunia, en voulant les remplacer par des populations qui viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, pendant que je tourne cette émission, nous savons que l'Ouganda a dit qu'il y a des Congolais qui sont en Ouganda et qui doivent rentrer au Congo. Le Rwanda a dit qu'il a des réfugiés rwandais, des réfugiés congolais qui sont au Congo depuis 1994. Bien aimé, qu'on se le dise la vérité. Qui sont ces réfugiés congolais qui sont au Rwanda depuis 1994, alors que notre pays, quand même nous avons connu des étapes difficiles, notre pays a connu quand même un tas de paix. Pourquoi ces Congolais ne sont pas rentrés? C'est-à-dire que ce sont des stratégies, vous avez compris que ce sont des stratégies pour pouvoir venir déverser un certain nombre d'étrangers chez nous, dans notre pays, sur notre sol, et nous imposer ces gens-là comme des Congolais. Et donc, d'ici 10 ans, 20 à 30 ans, nous aurons des populations qui seront au Congo, qui n'ont aucun ancêtre du Congo, qui n'ont aucun grand-père au Congo, et qui viennent au Congo, parce que c'est la stratégie qui est utilisée. Et pour terminer, nous savons qu'ici aux États-Unis, il y a des réfugiés qui viennent soi-disant des Congolais. Quand ils arrivent ici, ils ne parlent aucune langue du Congo. Je dis bien, ils viennent aux États-Unis, ils disent qu'ils viennent du Congo. Quand ils viennent ici, on nous appelle pour aller les rencontrer. Ils ne parlent même pas le Swahili, même pas le Lingala, même pas le français, même pas le Chiluba, même pas le Chikongo. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens, quand vous leur posez la question, vous venez d'où au Congo? Ils vous disent, je viens de l'Est du Congo. C'est ça la province pour eux. Bon, de l'Est du Congo, de quel territoire? Oh, j'étais à l'Est seulement. Ok, quelle est la langue que vous parlez de l'Est du Congo? Oh non, moi j'ai grandi au Rwanda, j'étais au Rwanda. L'histoire est finie. Donc, vous avez compris vite que quand ils arrivent ici, ils se font passer à l'immigration américaine comme des victimes des Congolais. Et quand ils se font passer comme des victimes des Congolais, les Congolais, les vraies victimes restent, les fausses victimes entrent ici. Les fausses victimes, ils entrent ici. Et quand ils entrent ici, sous l'identité des Congolais, c'est fini. Lorsqu'ils vont rentrer dans leur pays, dans le pays d'origine, ça c'est là la ère des Congo. Et donc, bien aimé, ça c'était seulement quelques stratégies que je voudrais épingler. Mais je pense qu'on va y revenir et on va discuter sur d'autres mécanismes parce qu'il y en a plusieurs mécanismes. Et vous savez qu'on n'a pas réussi d'autres mécanismes d'intégration de certaines populations dans notre population. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se distinguer et ils ne veulent pas le mélange des ethnies et des communautés. Ils ne veulent pas ça. Ils ne peuvent que marier le leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre la substance de leur ethnicité. Et donc, je vous remercie. Veuillez liker nos vidéos, veuillez partager nos vidéos. Wake Up Africa se propose comme une plateforme de discussion, de débat, de promotion de valeurs, mais aussi là où la connaissance et le savoir est au service de l'humanité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RD Congo. Indépendance, tcha tcha,